Sur les bords du lac du Bourget, votre radio, Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et oui, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement une autre histoire. C'est une belle histoire avec Julien qui nous rejoint comme chaque premier vendredi du mois pour cette émission. C'est une autre histoire où on revisite des événements de l'histoire de France qui se sont déroulés le même mois que nous sommes. Et là, donc, nous allons parler d'un triste événement. Bonjour Julien, ça va ? Bonjour Jean-Pierre, oui, ça va très bien. Tu es en forme ? Impeccable, comme d'habitude. Bon. Tu as travaillé ton sujet à fond. On sait que tu es un historien confirmé, reconnu sur le bassin chambérien et dans notre département. Et nous sommes très fiers de t'avoir à nos côtés pour Radio Grand Lac. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui d'un triste événement, la bataille de France de mai-juin 1940. Alors, sans plus attendre, parce que je sais que nos auditeurs sont là pour attendre que tu nous parles de ces 2 mois qui ont emmené notre pays dans l'abîme, eh bien, sans plus attendre, cher Julien, je te laisse la parole et évoque-nous la bataille de France de mai-juin 1940. Vous êtes en direct, radiograndlac.com. Restez avec nous, ça va être passionnant. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Merci Jean-Pierre de me permettre de m'adresser une nouvelle fois à vous ce vendredi. Donc, le mois dernier, nous avons tourné une des pages les plus glorieuses de l'histoire de France, puisque nous avons évoqué la mort de l'empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène, effectivement, à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Et aujourd'hui, donc, nous allons évoquer la pire défaite française de son histoire avec la campagne de mai-juin 1940. Si nous faisons un petit retour en arrière, si nous nous replongeons 81 ans dans le passé jour pour jour, c'est-à-dire le 4 juin 1940, oui, nous aurions assisté donc au dernier jour du rembarquement des troupes anglo-françaises à Dunkerque. Dunkerque, bien sûr, ville du Nord-Pas-de-Calais, enfin des Hauts-de-France que nous connaissons et qui est également une étape très importante dans l'histoire que je vais vous raconter dans un instant. Et c'est également le titre d'un film intitulé Dunkerque, réalisé par le réalisateur Christopher Nolan. Et je vous invite à en prendre connaissance puisqu'il retrace de manière très fidèle ces événements très célèbres, on va dire malheureusement très célèbres. Mais on va commencer par le commencement en revenant quelques semaines en arrière, si vous le voulez, avec bien sûr le début de l'attaque, le 10 mai 1940, 5h du matin. Un moment tant redouté par les armées françaises est arrivé, les Allemands se lancent à l'attaque et en 6 semaines, les Allemands vont causer la pire débâcle militaire de l'histoire française, reléguant à des rôles, on va dire presque secondaires, des défaites célèbres, Crécy, Courtrai, Azincourt, Leipzig, la fameuse défaite de 1813 de Napoléon Ier, la bataille de Sedan, qui a mis fin au Second Empire. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, cher Jean-Pierre, parce que je sais que tu aimes également l'histoire militaire. J'adore. On évoquera, lors d'une prochaine émission, c'est promis, des grandes victoires françaises, et il y a de ce côté-là le choix. Mais comment on a pu en arriver là, en 6 semaines, voir la France quasiment disparaître, rayée de la carte. Comment les Allemands, ont causé en 1 mois et demi ce que l'historien Marc Bloch a intitulé l'étrange défaite, pour reprendre le titre de son ouvrage. Est-ce qu'il s'agit d'une défaite française ou bien est-ce le résultat d'une supériorité technologique et tactique des Allemands ? Alors, vous vous en doutez, les explications elles sont multiples et nous tenterons d'en dessiner les contours. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le commencement, c'est-à-dire par étudier les plans d'attaque et de défense des belligérants. Côté allemand, le Troisième Reich d'Adolf Hitler, il entre dans l'année 1940 auréolé d'une rapide et écrasante et même surprenante victoire en Pologne, obtenue en 5 semaines entre le 1er septembre et le 6 octobre. Au cours d'une formidable démonstration de force basée sur une combinaison simultanée des armes blindées, mécanisées et aériennes, que l'on appelle la Blitzkrieg, traduction en français la guerre éclair, la Pologne elle est littéralement écrasée, occupée bien sûr à la fois par les armées allemandes et par les Allemands soviétiques qui viendront un peu plus tard pour finir le travail. Les Allemands ils sont conscients que le prochain objectif donc est à l'ouest avec la France et ils savent qu'il va falloir rapidement en venir à bout
puisque l'armée française est à l'époque considérée pour être la meilleure du monde. Et dès la campagne de Pologne, Hitler demande le 12 septembre à son état-major un plan d'attaque à l'ouest. Alors vous imaginez qu'une telle entreprise, elle fait l'objet de nombreux débats, discussions entre les généraux. Mais en fait, la base, elle est déjà jetée, elle existe même, puisqu'il s'agit de reproduire le plan Schlieffen, qui avait été mis au point avant la Première Guerre mondiale et attaqué par le Nord en envahissant, comme en 1914, la Belgique, le Luxembourg, mais aussi, petite nouveauté, les Pays-Bas, puisque vous le savez, les Pays-Bas étaient restés à l'extérieur du conflit pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire est un éternel recommencement, Julien. Tout à fait. Donc Hitler, il peut compter à la fois sur de jeunes officiers talentueux, sur des généraux expérimentés qui ont tiré les leçons de la défaite de 1918 et qui n'ont pas peur de faire preuve d'imagination dans l'élaboration des plans d'attaque. On va dire que l'ingénieur en chef de l'attaque, si on peut utiliser ce terme, est le général von Manstein, qui sera également célèbre lors de la campagne de Russie et lors de l'attaque de Stalingrad. Et donc, à ce plan Schlieffen d'origine, le général von Manstein va ajouter une nouveauté, à savoir une attaque massive à partir des Ardennes, qui sont pourtant réputées imprenables. Et si on peut également faire un petit parallèle avec notre émission du mois dernier, Jean-Pierre, oui. On va reprendre les mots de Napoléon Bonaparte, que les généraux allemands avaient bien étudiés. L'ennemi n'attend jamais une attaque sur un point considéré imprenable. Les Ardennes étant considérées comme imprenables, les Français n'avaient que très peu défendu ce secteur et massaient que des troupes, on va dire, légères. Cette attaque par les Ardennes, elle était risquée. Vous imaginez des troupes blindées, le matériel passé à travers une forêt très dense, et a fait bien sûr l'objet de nombreux débats, mais Hitler a donné son accord. Alors notamment après que les plans initiaux ils soient tombés entre les mains des Français, suite à la capture d'un sous-chef d'état-major allemand qui avait été abattu par le ciel belge. Son avion s'était perdu, il a été abattu, et quand il s'est, on va dire, écrasé comme il l'a pu, les Belges l'ont capturé et ont mis aussi la main sur les plans d'attaque. Donc il a fallu également reprendre ces plans. Le plan allemand, il est défini par ce que l'on appelle l'OKW, c'est le haut commandement allemand, et il frappe en fait par sa simplicité sur le papier. Sur le papier, c'est toujours simple, mais pour le mettre en œuvre, c'est plus compliqué, mais c'est toujours mieux d'avoir des plans simples que compliqués, et c'est ce que l'on va voir. Donc l'armée allemande se compose en 3 groupes d'armées. Le groupe A, de von Rundstedt, qui doit traverser les Ardennes belges et assurer la rupture avec les lignes françaises et ensuite exploiter la percée. Le groupe d'armée B, de von Bock, elle prend position le long de la frontière belge et hollandaise. Et le groupe d'armée C, de von Leeb, or lui, il a pour but de fixer les troupes françaises situées le long de la ligne Maginot, on va dire de la Suisse à la Belgique. La fameuse ligne Maginot, nous en reparlerons tout à l'heure. Et côté français, me demanderez-vous, donc le chef d'état-major, c'est le généralissime Maurice Gamelin, vétéran de la Grande Guerre et homme expérimenté, bien sûr. Et il se doute d'une attaque par le Nord. Il souhaite alors se porter le plus rapidement possible au secours des armées belges et ensuite créer un axe défensif le long d'un cours d'eau qu'on appelle la Dyle, mais qui n'offre pas d'avantage défensif puisqu'il faut construire des ouvrages défensifs du début à la fin. Et vous connaissez la Belgique, vous savez que c'est le plat pays. Il est quand même plus difficile de défendre un pays de plaine qu'un pays vallonné ou de montagne. Voilà. Ce plan, bien sûr, le plan français, il est intéressant, mais par contre, il compte sur une pleine coopération entre les armées françaises et anglaises qui ont dépêché un corps expéditionnaire de 10 divisions. Et les Français, et surtout les Belges, alors eux, ils tiennent à leur neutralité. La Belgique est un pays neutre et ils ne veulent surtout pas brusquer les Allemands et ils ne souhaitent pas subir une nouvelle occupation, donc ils ne procèdent pas ou très peu à des préparations de défense. Se montrer trop pressant et trop entreprenant pourrait inciter les Allemands à attaquer. En fait, on voit que cela n'aura rien changé. Imaginez bien que devant la menace, les Français insistaient pour que la Belgique s'attende et se prépare à une attaque massive. Mais rien ou très peu de travaux défensifs n'ont été entrepris. Pourtant, ces ouvrages étaient indispensables pour repousser
ou retarder une attaque d'envergure. En attendant, le dispositif quand même, on va dire, entre guillemets, allié, français, anglais et belges, est quand même impressionnant. Les Anglais et les Français se situent donc tout au bord de la frontière donc franco-allemande, franco-belge. Derrière la ligne Maginot, les Français massent 50 divisions et 41 divisions sont prêtes à se porter plus au nord, donc on va dire à la frontière du nord de la France. Au total, le dispositif français de 1940 comporte 2 240 000 hommes, auxquels il faut ajouter 5 divisions situées dans l'armée des Alpes, du général Orly, qui protège, lui, la frontière italienne. Et là également, il y a 3 groupes d'armées en France. Donc il y a le groupe d'armée 1 du général Billotte, qui se masse derrière la frontière franco-belge. Le groupe d'armée 2 du général Prételat, qui attend derrière la ligne Maginot. Et le groupe d'armée 3 du général Besson, qui s'étend de l'Alsace à la Franche-Comté, pour faire rapide. Bref, vous l'avez constaté, l'heure il est à la défensive, et chacun, en ce début du mois de mai, se tient prêt, ou du moins tente de l'être, car malgré les menaces de plus en plus pressantes et les rapports des espions français et des émissaires du Vatican, on va dire que pas grand-chose ne se passe. Pourquoi le Vatican ? Vous savez que c'est un pays neutre par tradition, et qui avait quand même des réseaux d'ambassadeurs et d'espions dans l'Europe entière. Et début mai, des rapports venaient très très régulièrement, et on s'attendait, ces rapports s'attendaient à une attaque massive à la mi-mai. Mais face à ça, très peu de réactions. Les Belges, peu de réactions, et les Français n'ont pas forcément pris très au sérieux ces menaces. Les Allemands, pour leur part, ont massé 83 divisions, dont 10 blindés. Alors on peut voir que le rapport de force est légèrement défavorable aux Allemands, mais on va voir que c'est pas forcément la quantité qui prime, mais surtout la qualité. Qualité, bien sûr. Et sur ces 83 divisions, les Allemands ont 10 divisions blindées, ce qu'on appelle les Panzer divisions. Le rapport de force, on va dire, est légèrement défavorable au nombre d'hommes aux Allemands. Au niveau des chars, les alliés franco-anglais ont 3300 chars, les Allemands 2450, on va dire seulement, mais ils sont beaucoup mieux organisés en divisions. Et par contre, c'est au niveau de l'aviation que la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande. L'armée de l'air allemande, voilà, domine avec 5700 appareils contre seulement 2900. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons maintenant prendre la campagne au jour le jour, en commençant par ce jour fatidique du 10 mai, où, bien sûr, l'état-major l'a su vers 5-6 heures du matin, mais vous comprenez bien que l'attaque a commencé dès 3 heures, avec des largages de parachutistes de commando allemands sur le fort d'Eben-Emael, qui était le fort principal de protection de la Belgique, qui était réputé comme imprenable, qui était vraiment ce fort, la clé de voûte du dispositif défensif belge. Cette attaque, elle est complètement surprise, elle surprend les forces belges qui sont désorganisées, malgré une supériorité numérique de l'ordre de 2 contre 1. Et cette chute du fort en quelques heures, elle marque un premier pas de l'invasion allemande. Résultat de cette attaque audacieuse, donc la prise du port d'Eben-Emael, 1100 soldats belges capturés, blessés ou tués, contre seulement 43 côté allemand. Vous voyez le bilan totalement favorable aux Allemands. L'effet de surprise a marché complètement. Plus au sud, le duché du Luxembourg y tombe après une dizaine d'heures de combat. Vous comprenez bien sûr que là, les combats étaient complètement inégaux. Et au nord, les troupes hollandaises, elles résistent, on va dire tant bien que mal, mais elles se retrouvent vite submergées. Rotterdam capitule au bout de 48 heures, le 12 mai, et deux jours après, la reine de Hollande, elle embarque direction l'Angleterre pour un exil, et le haut commandement des armées hollandaises capitulera 48 heures après. Face aux difficultés rencontrées par les Hollandais et les Belges, qui sont pris de court, les Anglais et les Français, comme prévu, entrent en Belgique et s'enfoncent loin. Peut-être même un peu trop loin de leur base. Et les lignes de front, en fait, elle est dépourvue de défense. Donc, c'est compliqué pour les Anglais et les Français
de résister, mais ça nous allons le voir plus tard. Côté allemand, après avoir attaqué par le nord, ils ont un objectif primordial, il faut franchir la Meuse. Cela revient en grande partie à Erwin Rommel. Je suis sûr que ce nom dit quelque chose à Jean-Pierre. On va en entendre parler en Afrique. Voilà, le fameux Africa Corps. c'est ça, renard du désert, et qui démontre déjà dès 1940 des qualités de tankiste, on va dire hors pair. Et pour défendre ce secteur, donc c'est un général français, le général Corap, qui est expérimenté, vétéran des combats du Maroc en 1926, et déjà pendant la drôle de guerre, vous savez, cette période qui va de septembre à mai 1940, il s'alarmait de l'absence des défenses dans ce secteur, et notamment d'obstacles anti-chars. Mais, pour les Français, le haut commandement, à quoi bon installer des défenses anti-chars sur une zone réputée inadaptée aux blindés ? Autre complication, la complexité de tenir une défense solide. La 9e armée de Corap, elle doit couvrir une ligne de front qui s'étend sur 100 km, une ligne de front donc relativement étendue, et donc il faut disperser les troupes sur une centaine de kilomètres. Le 13 mai 1940, les troupes d'assaut allemandes, elles franchissent la Meuse au cours d'une traversée en bateau pneumatique, à la rame, sous les balles des soldats allemands. Eh ben voyons. Qui sont certes surpris, mais déterminés, ils veulent se défendre. Mais on va dire que le travail a été fait par l'aviation allemande, qui est déjà, au bout de 3 jours, maître des airs et qui balaye les défenses françaises. Imaginez-vous quelques instants à la place d'un défenseur français, confronté à un danger provenant bien sûr en face de lui du soldat allemand, de l'artillerie, Oui. et aussi des airs avec les fameux avions Stuka qui, lorsqu'ils piquent, a un bruit de sirène qui pouvait effrayer les soldats. Il effraie tout le monde. Voilà. Et dans la journée, donc dans la journée du 13 mai, une tête de pont est établie. Alors une tête de pont, c'est un point d'appui avancé pour poursuivre une offensive, est établie et permet à la 7e division Panzer de Rommel d'avancer. On va employer le qualificatif d'inexorable. Plus au sud, donc le général Guderian, qui est le père de l'armée blindée, qui est surtout le théoricien de la Blitzkrieg, il avance vers Sedan. Le nom résonne dans tous les Français comme le lieu de la défaite de 1870, qui a mis fin au Second Empire, et malheureusement la ville de Sedan va également Et qui nous a fait perdre l'Alsace-Lorraine pendant de nombreuses années. Tout à fait. Et donc la ville de Sedan sera également connue pour une défaite 70 ans plus tard. Donc pour la prise de Sedan, les Allemands, ils ont déployé vraiment les gros moyens. C'est vraiment un verrou sur leur route. Et 1000 appareils, donc quand je dis appareils, c'est des avions de chasse et des avions bombardiers, sont mobilisés pour assister les troupes au sol et désorganiser les troupes françaises. Bien sûr, l'état-major français, il ne reste pas sans rien faire. Il tente des contre-attaques, mais toutes sont vaines. Et Gamelin, le généralissime, depuis son quartier général, qui est situé à Vincennes, il ne perçoit pas encore le désastre. Le 14 mai, nous l'avons vu, les Hollandais capitulent et permettent aux Allemands de se porter encore plus au sud, où ils trouvent un terrain de plaine, comme on l'a vu, très favorable aux engins blindés et mécanisés. Les Allemands donc, avancent, ils ont franchi la Meuse et ils avancent dans la journée du 14 mai de 50 km. Les Anglais et les Français, bien sûr, décident de réagir et ils pensent, pour retarder l'avancée allemande et bien sûr couper les lignes de ravitaillement, détruire les ponts jetés par les Allemands tout autour de Sedan. Ils mettent en place une opération aérienne d'envergure, 145 bombardiers escortés par 100 chasseurs, mais malheureusement, les Allemands avaient anticipé le coup, ont installé de la défense antiaérienne, la DCA, et vous ajoutez à ça les fameux Messerschmitt allemands, et cette campagne de bombardement n'a eu aucun effet. Pour mener une contre-offensive efficace, suite au premier choc, au choc des premiers jours, les Français, face à cette attaque, les Français doivent se regrouper et se réorganiser. Parce que vous imaginez que des unités sont affaiblies, elles subissent d'incessantes attaques aériennes et elles doivent aussi faire face à un flot ininterrompu de réfugiés qui, devant l'avancée allemande, fuient. On estime leur nombre entre 8 et 10 millions de personnes. Imaginez-vous, on va dire 10 millions de personnes quitter, encombrer les routes et empêcher toute tentative de réorganisation des armées françaises
qui veulent avancer et se porter sur le front. Le 15 mai, le haut commandement prend enfin conscience de la situation, mais pense que l'objectif des Allemands, c'est Paris. En effet, pendant toute notre histoire, ça a été le cas de la guerre des 100 ans jusqu'à Napoléon, l'objectif des ennemis de la France a toujours été Paris. Quand on tient Paris, on tient la France. Voilà. Et en fait, ils ne perçoivent pas que Paris a été relégué, on va dire, au second plan, et que les Allemands entreprennent un gigantesque encerclement des armées qui sont, elles, basées dans le nord de la France et en Belgique. En effet, les panzers ne filent pas vers Paris. Ils foncent vers la Manche, dans le but de prendre à revers rien que moins que la moitié de l'armée française qui est située dans le nord de la France, en Belgique, l'autre moitié étant, bien sûr, le long de la ligne Maginot. Tout à fait, c'est un peu le principe de la tenaille que l'on reprendra dans la 7e compagnie. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. L'autre moitié, elle est, on va dire, tranquillement derrière la ligne Maginot, puisque derrière cette ligne, il n'y a que très peu de camps bas. Paul Reynaud, qui est le président du Conseil, le Premier ministre, il demande alors au maréchal Pétain de revenir en France et de quitter immédiatement son ambassade en Espagne. Il a même dit « Ah, si le maréchal était là, il pourrait agir sur Gamelin. Sa sagesse et son calme seraient d'un grand secours. » Son prestige surtout. Aussi, puisqu'il est auréolé de la victoire le vainqueur de Verdun. De Verdun, voilà, et on ne peut pas s'imaginer en 1940 le prestige qu'il avait dans l'armée et aussi au sein de la population française. Il avait vraiment, il était qualifié de héros national. Il fait aussi appel au général Weygand, qui est en poste au Liban, qui n'en croit pas ses oreilles lorsqu'il reçoit l'appel du président du Conseil. Et Weygand, qui a été formé par Foch, or lui, il préconise l'attaque. L'attaque même aussitôt. Mais la réponse, elle est limpide, puisqu'on lui rétorque « Attaquer avec quoi, général ? Il n'y a plus aucune réserve. » Nous sommes le 16 mai. Imaginez que l'armée française est déjà défaite, quasiment, au bout de 6 jours. Au bout de 6 jours. Mais se pose la question légitime des divisions blindées françaises. Mais nous reviendrons juste après cela, cher Jean-Pierre. Alors nous allons faire une petite coupure musicale pour déjà engranger, bien se rappeler de tout ce que tu nous as dit. Et on poursuit dans quelques petites secondes, juste le temps d'écouter un titre musical. Et on poursuit avec Julien, c'est une autre histoire, c'est Radio Grand Lac, c'est en direct et c'est pour vous. Radio Grand Lac, les pieds dans l'eau, 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, radiograndlac.com. Le 92.1 arrive à grands pas. On vous en dit plus et on vous dit tout prochainement. Là, nous sommes toujours dans l'émission C'est une autre histoire. La bataille de France de mai-juin 1940. Julien, avec sa passion, son talent, nous raconte ces tristes journées, ces tristes semaines, mais on peut dire ces tristes journées qui ont vu la France descendre aux abîmes. Julien, allez, on continue, c'est tellement passionnant. Alors donc, nous avons longuement parlé de l'armée blindée allemande, les fameuses Panzer-Divisions, mais comment ont agi les armées blindées françaises ? Puisque bien sûr, vous imaginez bien qu'en 1940, l'armée française n'était pas dépourvue de chars, bien au contraire, il y avait plusieurs divisions. Donc, au 10 mai, il y avait 3 divisions blindées qui stationnaient à Reims, aux alentours de Reims, et une 4e s'organise à partir du 12. Ces divisions, elles peuvent former un outil puissant de feu, à condition d'être employées en masse, comme le préconisait Charles de Gaulle, qui était d'ailleurs le colonel de la 4e division blindée, dans un ouvrage qu'il avait publié en 1934 et qui s'intitulait « Vers l'armée de métier ». Mais au lieu de les employer massivement, elles ne sont là que pour combler des brèches, mener des contre-attaques localisées ou pour appuyer l'infanterie. On est loin des divisions blindées qui partent en masse. Oui, il me semble. Voilà. Malgré un excellent matériel, il ne faut pas penser que les chars français étaient désuets. Ils sont pulvérisés par un adversaire qui est aguerri et surtout qui bénéficie d'une coordination radio entre les chars et les avions. Il y avait une excellente communication du côté allemand. Côté français, c'était plus compliqué. De nombreux chars n'étaient pas équipés par radio. Faut vous imaginer parfois les chefs de chars communiquer avec des drapeaux, voilà. Et ils avaient également les blindés. Ils étaient très efficaces. Ils avaient un blindage performant, une puissance de feu également qui était très importante, voire même supérieure aux blindés allemands.
Mais ces blindés revêtaient un défaut majeur. Pour un char, seulement 2 hommes étaient nécessaires pour le piloter. Alors, pourquoi seulement 2 ? En fait, il faut vous imaginer un pilote, bien sûr, et ensuite un chef de char. Et donc, ce chef de char, il devait donner des instructions au pilote, viser, tirer, recharger. Vous imaginez la perte de temps que cela occasionne. Et pris dans le feu de l'action, vous imaginez qu'un chef de char, même aguerri, il faut qu'il est sous le feu ennemi. Donc, on s'imagine que les ordres ne sont pas forcément très clairs. Il doit crier pour se faire entendre. La coordination, même au sein d'un char, n'est pas évidente. Alors que du côté allemand, si on prend l'exemple du Panzer II, qui était le plus employé pendant la campagne de France, il y avait au moins 3 membres d'équipage. Donc il y avait un pilote, un chef de char et un tireur. Et donc le chef de char coordonnait l'action de ces 2-là. Il n'était pas, comme dans l'armée française, chargé de quasiment tout faire à part piloter son char. Les chasseurs de chars allemands, donc les chasseurs de chars, ce sont des chars qui sont, en tout cas des blindés, qui sont spécialisés pour chasser des chars. Ils avaient également 3 membres d'équipage côté allemand. Et au niveau de la coordination radio et également au sein même du char, c'était beaucoup plus pratique. Mais si vous me le permettez, nous allons revenir quelques instants sur la 4e division de Charles de Gaulle. Mais bien sûr qu'on te le permet, Julien. On attend. Merci. Où son supérieur, le général Georges, lui donne un ordre clair, se diriger vers Montcornet, situé à 30 km de Laon, et qui est un carrefour routier important entre Reims et Saint-Quentin. Il faut tenir ce point stratégique pour poser des problèmes aux Allemands, notamment aux communications, puisque les Allemands avançant très vite, vous doutez que le ravitaillement doit également avancer à la même vitesse et qu'il suffit qu'on mette un bouchon sur cette route pour empêcher les communications, le ravitaillement et poser bien sûr de gros problèmes aux Allemands. Le 17 mai à 4h30, il y a une centaine de chars qui s'avancent et qui obtiennent, il faut le dire, quelques succès, mais la chasse allemande, la Luftwaffe, est trop importante et ces chars allemands doivent se replier sur Laon. Et la vraie victoire, elle est de Charles de Gaulle, elle se déroulera quelques jours plus tard, le 29 mai à Abbeville, où cette fois-ci il est à la tête de 400 chars, et il parvient, c'est un exploit pour l'époque, à faire 400 prisonniers, à gagner une citation à l'ordre de l'armée, mais il n'arrive pas à prendre la ville car les troupes qu'il a et le matériel est, on va dire, trop épuisé. Et oui, et c'est là que naît un destin, puisque après cette victoire, il sera nommé général de brigade à titre temporaire, et tout à une fait. semaine après, il fait partie du gouvernement. C'est ça, tout à fait. Et donc, on connaît ensuite ce qui va se passer. C'est ça. Mais l'essentiel, il est là. Charles de Gaulle a compris qu'il était possible de causer des difficultés aux Allemands et employer correctement et en nombre suffisant, les blindés, ils peuvent causer des dommages, alors certes, pour le moment limités, aux armées allemandes. Charles de Gaulle, il en est maintenant persuadé, même si la bataille de France, maintenant, on sait qu'elle est perdue, la guerre, elle peut être gagnée, elle doit être gagnée, j'ai envie de dire, car jamais dans son histoire, la France n'a été aussi proche de sa fin. Il faut vous imaginer un tel désastre au bout de seulement quelques jours. Il avait déjà compris que cette guerre était une guerre mondiale. Tout à fait. Que c'était pas une guerre franco-allemande comme les autres avant, c'était une guerre mondiale. C'est ça, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans son appel du 18 juin, quand il dit cette guerre est une guerre mondiale. Il sait que les Anglais et les Français pourront compter sur d'autres alliés en pensant bien sûr avant tout aux États-Unis. Aux États-Unis qui ne sont pas encore en guerre et qui rentreront. Voilà. Donc après cette parenthèse sur l'armée blindée française, on va revenir aux étapes de la campagne si vous le souhaitez. Donc le 16 juin, après 6 jours de combat... Le 16 mai. Le 16 mai, pardon. L'essentiel semble être joué. Gamelin ordonne le repli général sur un axe compris entre les Flandres et le nord de la France. Le 17, Churchill se rend à Paris, il assiste à une conférence, on va dire une conférence interarmes, et il mesure le désastre, mais il maintient sa volonté de poursuivre la guerre. Il déclara « Je fais la guerre, je continuerai à faire la guerre ». En 1914, la France, elle avait le tigre, Clémenceau. En 1940, l'Angleterre s'est trouvée un lion en la personne de son Premier ministre, Churchill, qui est arrivé au pouvoir le 10 mai. Exactement. Le jour de l'attaque. Le 19 mai, prenant conscience de l'étirement des lignes allemandes, un ordre de contre-offensive est donné par le généralissime Gamelin, mais je pense que vous n'allez pas le croire, cet ordre qui aurait pu causer, ou qui aurait pu peut-être pas changer
le cours de la bataille de France, mais au moins causer des dégâts et poser des problèmes aux Allemands, et ben le généralissime Gamelin, il n'ose pas le transmettre à ses subordonnés. Symbole de la débâcle, le poste de commandement du général Giraud, qui rentrera également un peu plus tard dans l'histoire pour être le favori des Américains et on va dire le concurrent de De Gaulle, voilà, est cerné par les blindés allemands. Et ce général 5 étoiles, qui était un partisan farouche de la guerre contre l'Allemagne, et ce dès l'invasion de la Pologne, est fait prisonnier. Vous imaginez également le coup porté au moral des troupes. Mais le 19 mai, on va dire que l'essentiel est ailleurs. Lord Gort, qui est le commandant du corps expéditionnaire anglais, il ordonne, on va dire dans le plus grand secret, de battre en retraite vers la côte. Et du côté de la ligne Maginot, ce 19 mai, ça bouge enfin. Ah, quand même. Et en fait, les Allemands, ils ont compris qu'il y a quand même 50 divisions en réserve derrière la ligne Maginot, et leur but est à tout prix que ces 50 divisions restent derrière la ligne Maginot et qu'elles ne se portent pas au secours des troupes qui sont en train de combattre plus au nord. Donc ils décident un coup de poker. Ils décident de s'emparer d'un fort pour fixer l'armée française. Ils partent du principe que s'ils arrivent à prendre un fort de la ligne Maginot, ils arriveront à dissuader les Français à ne surtout pas dégarnir cette ligne Maginot et donc fixer 50 divisions. La moitié de l'armée française, on parle là d'1 million d'hommes. Vous imaginez un peu l'importance du dispositif. Donc ils décident de s'emparer d'un fort. Leur choix se portera sur le fort de la Ferté, dont une garnison qui est composée d'une centaine d'hommes. Elle sera tuée, asphyxiée par les troupes ennemies. L'objectif des Allemands est atteint. Aucune division française ne dégarnira la ligne Maginot pour se porter plus au nord. On l'a vu il y a un instant, les Anglais décident de rembarquer vers la mer et ils portent leur choix sur Dunkerque. Car il y a un port important et à cette date, le port de Dunkerque est épargné. Et le 24 mai, alors il se produit ce qu'on va dire l'impensable. Hitler, il l'impose aux unités présentes à seulement 18 km. Alors, on se dit même que les commandants de chars voyaient, je crois que c'est un beffroi qu'on dit dans le nord Pas-de-Calais. Voilà, voyez le beffroi de Dunkerque et étaient frustrés parce que ils avaient la ville à portée de main, mais le 24 mai, Hitler ordonne l'ordre de s'arrêter. Les historiens, ils s'interrogent encore pour savoir pourquoi est-ce que Hitler a donné cet ordre, qui est la première grande erreur stratégique de la guerre. Il y en aura d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment la première de mai-juin 1940. Or, donc, 3 théories existent. La première, c'est que Hitler a été marqué par les terrains boueux des Flandres en 14-18, et il ne jugeait pas le terrain propre aux manœuvres des blindés. La deuxième théorie, c'est que le maréchal Göring a forcé Hitler à prendre cette décision pour que la Luftwaffe vienne à bout seule de Dunkerque et donc des troupes françaises et anglaises surtout qui se replient. Et il voulait prouver que la Luftwaffe était une arme sur laquelle politiquement le Führer pouvait compter puisque la Luftwaffe a été fondée dans les années 30 par Göring lui-même et la majeure partie des cadres étaient des purs produits du national-socialisme. Et il voulait que la Luftwaffe obtienne à ce moment-là ses titres de noblesse. La troisième théorie, c'est celle qui est retenue par les historiens, est que Hitler voulait en fait ménager les troupes anglaises parce qu'il voulait négocier une paix de conciliation, entre guillemets, mais il ne s'attendait pas à ce que la détermination de Churchill l'amena à poursuivre l'assaut. Et donc, bien sûr, l'assaut se poursuit et les troupes continuent d'envahir le nord de la France. La ville de Boulogne tombe le 25 mai, Calais le 26. Et là, il faut vous imaginer avec une opération Dynamo. C'est le nom donné à l'opération d'évacuer les troupes depuis Dunkerque qui bat alors son plein. Le 28 mai, l'armée belge, elle capitule. Et les Français se retrouvent seuls. Voilà, les Anglais ayant décidé de quitter le front. L'île, elle est défendue par le général Join. Qu'on entendra aussi parler bien sûr, dans la France libre et la France combattante. Futur héros de la campagne d'Italie. Exactement. La ville de Lille tombe le 1er juin. Vous voyez, l'étau se resserre. Dunkerque capitulera, donc il y a 81 ans, le 4 juin.
Les Français y résistèrent courageusement pour permettre l'évacuation de 330 000 hommes, donc 210 000 Anglais et 120 000 Français. Et bien sûr, alors grâce à l'intervention de tous les navires en état de flotter, les yachts, les navires de pêche, les navires de guerre, les barques, tout ce qui peut flotter, direction Dunkerque pour évacuer un maximum de troupes. Le général Gort, il ordonne l'évacuation prioritaire des Anglais, en déclarant même chaque Français embarqué est un Anglais perdu. Et devant la perte d'une importante partie du territoire, Weygand, qui a remplacé le généralissime Gamelin, il organise maintenant une défense plus au sud pour protéger Paris, sur la Somme et sur l'Aisne. Mais la tâche, elle semble impossible, avec un rapport de force qui était plutôt équilibré le 10 mai, mais qui maintenant tourne à l'avantage des Allemands, de l'ordre de 3-1. Avec, bien sûr, en plus, une supériorité aérienne et la domination des Panzer-Divisions. Weygand ne reste pas inactif, il donne des ordres pour fortifier notamment les positions élevées et boisées pour briser l'avancée des Allemands. Weygand, il a été, on va dire, entre guillemets, élevé à l'école de Foch pendant la Première Guerre mondiale, et il veut bouger les troupes. C'était son second. C'est ça. Il veut bouger les troupes, insuffler de l'espoir aux troupes, et il est résolu à défendre le territoire national, mais il faut dire que les marges de manœuvre, elles sont faibles, tant les hommes, le matériel et surtout l'aviation manquent. Le 5 juin, à 4h du matin, une offensive allemande se déroule dans la Somme, mais elle résulte d'une percée de seulement, 20 km. Le 9 juin, les divisions allemandes, elles attaquent en Champagne. Et là, par contre, elles rencontrent une farouche résistance de la part d'un commandant français appelé à briller, Jean Delattre, fameux général Jean Delattre de Tassigny, qui parvient à repousser l'armée allemande. Un des plus grands militaires que la France ait connu. Oui, l'un des plus brillants de cette période, c'est avec le maréchal Leclerc. Bien sûr, de Haute-Cloque. Exploit malheureusement limité sur l'ensemble du front. Le 10 juin, c'est pour Charles de Gaulle le jour, comme il le dit, de l'agonie, avec 30 000 hommes qui sont faits prisonniers en Seine-Maritime. Et Weygand informe le gouvernement que la dislocation de l'armée française n'est qu'une affaire de temps, après une nouvelle percée à l'est en direction de Reims. À 16h le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France, forçant cette dernière à maintenir plusieurs divisions dans les Alpes. Cette armée des Alpes se défendra brillamment. On peut dire qu'elle sauvera l'honneur de l'armée française, mais ça, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler, puisque là, on parle d'une histoire qui est vraiment très locale. À minuit, le gouvernement quitte Paris, qui est déclaré ville ouverte et occupée dès le 14 juin. Et là, l'avancée allemande, elle est inarrêtable. Les villes, elles tombent les unes après les autres. Chaumont le 14, Langres le 15, Besançon, Caen et Argentan le 16, Dijon le 17. Les Allemands sont en Bourgogne. Ce même jour, le gouvernement du maréchal Pétain est nommé et il fait savoir aux Allemands que la France est prête à négocier un armistice. Le même jour, à 9h du matin, Charles de Gaulle s'envole vers l'Angleterre. On va dire qu'il s'envole vers son destin, mais surtout, plus que ça, vers le destin de la France. C'était là que Churchill avait dit que dans l'avion, il y avait l'honneur de la France. Oui, tout à fait. Les négociations commencent. Alors, les Allemands sont incontestablement vainqueurs et ils veulent bien sûr occuper une grande partie de la France afin de servir de base avancée pour la future bataille d'Angleterre, puisque leur objectif, devant la détermination de Churchill, c'est d'envahir l'Angleterre. Si ma mémoire est bonne, je crois, Jean-Pierre, que c'est l'opération nommée Otari. Otari, exactement. Bravo. Bravo, Julien. Il y a un homme qui souhaite poursuivre le combat, c'est Charles de Gaulle, et il s'adresse le 18 juin à tous les Français. Ce fameux appel du général de Gaulle, il a été, on doit le dire, peu entendu. Tout à fait. Peut-être quelques centaines de Français osent traverser la Manche dans les premiers jours pour combattre auprès de la France libre. Les pêcheurs de l'île de Sein, habitants de l'île de Sein. Tout à fait, qui ont été les premiers fidèles, les premiers à croire en la France libre. Mais l'essentiel, il est là. Il y a un Français, un général, qui s'est dressé contre l'envahisseur et qui reste prêt à combattre, déterminé, à partir de l'empire colonial français, puisque même si la métropole est envahie, il reste encore tout l'empire colonial français qui est immense, qui prend une grande partie de l'Afrique, le Maghreb, et l'Indochine, etc. L'Indochine, voilà. Partout. Donc, il veut, lui, continuer à se battre. Le 19 juin, le gouvernement français demande l'arrêt des combats. Alors, le gouvernement français a quitté Paris pour rejoindre Bordeaux. Et les négociations s'ouvrent et l'armistice est signé à Rotonde
à l'endroit même où 22 ans plus tôt, Foch a imposé ses conditions. Hitler a humilié la France. Tout à fait, jusqu'au bout. Le 22 juin, l'armistice est conclu. Alors, les prisonniers de guerre, on parle quand même de 1,5 million d'hommes, restent en captivité jusqu'à la signature d'un accord de paix. Les Allemands occuperont un territoire allant de la côte atlantique au nord de la France et l'Alsace-Moselle sera intégrée au Reich allemand. La France doit entretenir l'armée d'occupation, ça va coûter des sommes considérables et on va dire que la France, en zone libre, aura une armée de seulement 100 000 hommes. Petit parallèle avec 1918 et 1919 et le traité de Versailles qui accordait à l'Allemagne une armée aussi de seulement 100 000 hommes. L'Empire français reste sous l'autorité du gouvernement du maréchal Pétain et la France, elle doit livrer à l'Allemagne les réfugiés politiques allemands et autrichiens. Mais la guerre, elle n'est pas terminée malgré la signature de cet armistice, puisqu'il faut négocier maintenant avec l'Italie. Et devant on va dire, le peu d'efficacité des offensives italiennes dans les Alpes, les prétentions italiennes, elles sont modérées. Et ne sont réclamés que les territoires occupés par la troupe de Mussolini, c'est-à-dire pas grand-chose. L'Italie demande la démilitarisation de la côte française de la Somalie et l'utilisation du port de Djibouti. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie avait des intérêts dans la région, après notamment la conquête en 1936 de l'Éthiopie. Exactement. Le 25 juin, à minuit 35, les clairons sonnent la fin des combats. La bataille de France s'achève. Débute alors un très long chemin pour la France libre, afin de retrouver sa place parmi les nations vainqueurs. Ce sera bien sûr toute l'œuvre de Charles de Gaulle. Mais ça, cher Jean-Pierre, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cet exposé brillant, impeccable, qui nous a tiré parfois un petit peu une émotion, puis les larmes, parce que c'est vrai qu'on s'imagine la France à cette époque tomber dans l'abîme comme elle est tombée. J'imagine toujours quand le général de Gaulle a monté dans son avion à Bordeaux pour aller à Londres, qu'il traverse les ports en feu, qu'il traverse la forêt de Pimpon où sa mère est mourante. Il part seul sans sa famille. Il part seul, voilà. Il est hors la loi, il est déserteur, il sera condamné à mort. Alors on va juste faire le temps d'une petite coupure musicale et puis ensuite j'aurai quelques questions à te poser, des questions que les auditeurs se posent. Ne quittez pas, on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques toutes petites minutes pour les questions à poser à Julien. À tout de suite. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire, c'est une histoire tragique que Julien, notre historien en chef, nous a raconté aujourd'hui, nous a relaté aujourd'hui. La campagne de France, la bataille de France de mai-juin 1940, du 10 mai 1940 au 25 juin, avec tout ce qui s'est passé, et puis avec également l'ébauche de l'épopée de la France libre, grâce à un général de brigade à titre temporaire, rebelle, qui s'envole pour Londres. Mais ça c'est une autre histoire, et Julien nous en parlera une prochaine fois. Julien, donc quelques questions à te poser avant la fin de notre émission. Tu nous as parlé de la marine française si redoutée, puisque la France avait quand même la meilleure armée du monde en 39-40. L'Angleterre avait une marine qui était très forte, puisqu'elle était une île, mais la France avait aussi une force maritime redoutée. Et quel sort lui sera réservé à cette marine française ? Eh bien, cher Jean-Pierre, la marine française, elle connaîtra elle aussi un sort on va dire funeste. Alors en fait, pour éviter aux Allemands de s'emparer des bâtiments de guerre, l'ordre est donné aux navires de rejoindre l'Empire colonial. Dakar, Casablanca, aussi Merzel-Kébir en Algérie, à côté d'Oran. Le port de Merzel-Kébir, tristement célèbre aussi. C'est ça. Donc l'armistice prévoyait de désarmer les navires, mais le danger qu'ils tombent entre les mains allemandes était trop grand. Et Churchill il décida de lancer l'opération qui s'appelle Catapulte, le 3 juillet 1940, c'est-à-dire d'attaquer la flotte française basée à Merzel-Kébir. Et en moins d'une heure, 1300 marins sont tués et les Français perdent 3 cuirassés, 1 contre-torpilleur. C'est vraiment un événement, ce 3 juillet, tragique dans l'histoire de la marine française. Et même si De Gaulle comprendra après ce que les Anglais ont pu faire, ce sera peut-être la première grosse, engueulade entre De Gaulle et Churchill, puisque
ils avaient tous les deux des caractères forts. Très fort, oui, tout très à fait. très fort, et donc ils montaient vraiment, et là ils se sont disputés, c'était vraiment la première fois. Et De Gaulle comprendra après ce que les Anglais ont voulu faire. Voilà, c'est ça. Et il y a encore des théories, des historiens qui se disent que en fait, attaquer Merzel-Kibir permettait aussi aux Anglais de finir avec un concurrent potentiel avec la marine française, qui avait à l'époque l'une des plus belles marines d'Europe. L'agonie de la flotte française, elle s'achèvera, on va dire, le 27 novembre 1942, avec le sabordage à Toulon de plus de 235 000 tonnes de navires de guerre, puisque vous savez, les Allemands, en novembre, envahissent la zone libre. Oui. Et donc, pour éviter que la flotte basée à Toulon tombe entre leurs mains, le sabordage est décidé. À cette date, à part quelques exceptions, je pense que vous connaissez également le sous-marin Casablanca, qui a participé à la libération de la Corse. La grande marine française n'existe plus et n'a plus de rôle important à jouer avec les armées alliées, parce qu'à l'époque, l'Angleterre se bat, et également les États-Unis. Et là, nous avons des marines qui sont colossales, quoi. Voilà. Qui sont d'un autre niveau. Et puis, la France libre, la France combattante vont devoir reconstruire leur marine, puisque c'est pas le régime de Vichy qui va le faire. Comment, d'après toi, juger l'action du corps expéditionnaire britannique pendant la campagne de France? Bonne question, Jean-Pierre. En fait, merci. Le BEF, le British Expeditionary Force, était, comme on l'a vu, composé de 10 divisions, ça fait à peu près 237 000 hommes, et de 500 avions, et formait une barrière défensive le long de la frontière franco-belge, à l'est de l'île. Devant l'avancée des Allemands inexorable, les Anglais, comme on l'a vu, sont forcés au repli et refusent d'engager des escadrilles supplémentaires. Les Français demandent des avions supplémentaires pour essayer de contrebalancer la supériorité de la chasse allemande. Mais Churchill, il a fait un calcul. Pour défendre le ciel anglais, il a besoin de 25 escadrilles. Ne sera dépêché en France que l'excédent. Pour lui, il est hors de question de dégarnir l'Angleterre. Et comme on l'a vu, donc le 25 mai, les Anglais décident unilatéralement d'évacuer, malgré les ordres donnés par les Français de mener des contre-offensives. Cette attitude, à l'époque, elle fut considérée comme une trahison. D'ailleurs, Hitler, il s'en servira pour accroître en France le sentiment anti-anglais. Mais on peut aussi comprendre les Britanniques qui devaient à tout prix préserver leurs forces, mais également leurs commandants. Si je vous parle de Bernard Montgomery, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, pour la libération après. Voilà, et puis également héros de la campagne d'Afrique à El Alamein. Et donc Bernard Montgomery était présent en France et a évacué à Dunkerque. Et donc les Anglais l'ont joué un peu perso, mais ils n'avaient pas forcément le choix, puisqu'ils devaient également se défendre. Et ils ont évacué leur matériel, leurs commandants, leurs troupes. On va dire plus les troupes que le matériel, puisque beaucoup ont été abandonnés sur les plages de Dunkerque. Et les Anglais avaient compris que la France n'était plus sauvable, on va dire, et qu'ils devaient se préparer pour la prochaine campagne, qui était la bataille d'Angleterre. Voilà. Donc tout le matériel, notamment l'aviation, était utilisé pour la défense de l'Angleterre. Et on va dire que cette attitude, certes sur le coup que les Français n'ont pas compris, mais quand on voit le résultat de la campagne, de la bataille d'Angleterre, avec le besoin cruel en avion et en pilote, et également le résultat, parce que c'était une défaite allemande, qui a ensuite participé à la libération, on peut comprendre que les Anglais aient un peu vu leurs propres intérêts. Tout à fait. Quel est ton sentiment, à chaud là comme ça, sur la personnalité de Churchill? Qu'est-ce que tu peux dire sur Sir Winston Churchill? C'est certainement, je pense que si vous faites un sondage et si vous demandez, l'histoire anglaise est très longue, vous demandez le nom d'un Premier ministre anglais, je pense que 9 personnes sur 10 va citer Winston Churchill. Tellement il a marqué la politique anglaise. Alors ça a été bien sûr l'homme de la guerre, mais tout à fait. Un lion, voilà. Et mais vraiment une personne qui ne transigeait pas face au nazisme et à l'autoritarisme. Et une personne très populaire, alors qui après a perdu des élections juste après la guerre. Comme Clémenceau en France. Voilà, comme Clémenceau, mais qui a réussi à revenir, parce qu'il a été après, Premier ministre anglais. Le premier ministre de la reine Elisabeth. C'est ça. Qui règne encore maintenant. Un tempérament incroyable, l'homme de la situation. Voilà. Chamberlain, qui était son prédécesseur, était plutôt une personne timorée, voilà, qui était plutôt apte au compromis.
Churchill, c'est autre chose. Enfin, on a vraiment une personne qui ne transige pas. Voilà, c'est ça. Et vraiment, lors des accords de Munich qui ont été signés, vous savez, lors de la partition de la République tchèque. En 1938. Voilà, quand Chamberlain est revenu, donc avec les accords de Munich dans la main, Churchill a été un des rares à dire vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Voilà. Tout à fait. Il avait tout compris aussi, un visionnaire. Et c'est pour ça que les rapports Churchill et De Gaulle ont été très très durs, puisque c'était deux personnes exceptionnelles. Qui se respectaient aussi énormément. Enfin, vraiment des destins comme... des destins. Comme seule la guerre peut les créer. Ouais, tout à fait. Peut les créer. Ce n'est pas dans des périodes de paix qu'on peut créer un Churchill, qu'on peut créer un Clémenceau, qu'on peut créer un De Gaulle. Alors, Julien, nous arrivons au terme de cette deuxième chronique. Déjà ? Oui, ça passe vite, mais quand même la question que l'on se pose avant de nous quitter. Finalement, mai-juin 1940, bataille de France, Deuxième Guerre mondiale, enfin la Deuxième Guerre qui deviendrait la Deuxième Guerre mondiale. Le commandement français était-il à la hauteur ? Vaste question, Jean-Pierre. Alors, je vais faire une petite pirouette et je vais te dire oui et non. Tu es politique. En fait, voilà, c'est ça. Oui, car les généraux français, ils sont expérimentés, ils ont déjà commandé, ils ont une expérience d'une guerre mondiale. Et aussi dans les guerres dans lesquelles la France était engagée, mais ils avaient un inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas compris les changements tactiques et surtout la mécanisation des armées. En 1940, l'armée française a été majoritairement hippomobile, c'est-à-dire tirée par des chevaux. Alors l'armée, il y avait également des chevaux dans l'armée allemande, mais dans une plus faible proportion. Oui, bien sûr. Les généraux français, ils étaient axés sur une défensive et sur une guerre d'usure, un peu comme ce qu'on avait vu en 14-18. Les tranchées, limite. Voilà, à Verdun, par exemple. Parce que Verdun, qui est la grande victoire française de la Première Guerre mondiale, elle est encore dans tous les esprits, dans toutes les mémoires. Voilà, une légende, c'est ça. Mais en fait, ce que l'état-major n'a pas perçu, c'est que en fait, c'est la contre-offensive de la Marne qui sauve l'armée française en 1915. Et c'est également les grandes offensives de 1918, de Foch, voilà, qui précipitent la fin de la guerre. Et notamment grande offensive qui était déjà appuyée par des chars et par une aviation, alors bien sûr beaucoup plus modeste que ce que l'on a pu voir en 1940. Et en fait, il n'y a qu'un seul homme pour avoir théorisé ça, l'usage des blindés, c'était Charles de Gaulle, qui n'était que colonel et qui avait, dans son ouvrage, comme on l'avait vu, Vers une armée de métier, théorisé l'usage massif des blindés. Et ce livre qui a été lu par un certain Adolf Hitler. Voilà, tout à fait, et notamment aussi par un général qui s'appelle Hans von Seeckt, qui était chargé de la réorganisation de l'armée allemande, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, l'armée allemande c'était 100 000 hommes, et donc pour reprendre la guerre, il fallait recréer des divisions, notamment des divisions blindées, une aviation, et donc c'était ce général allemand qui était chargé et qui avait son ouvrage, on dit que c'était son livre de chevet, et on a également parlé pendant cette émission de Hans Guderian, l'homme qui a traversé, qui a organisé la traversée des Ardennes, qui était un grand spécialiste des panzers et qui a étudié cet ouvrage. En fait, malheureusement, alors à part le Premier ministre français qui appréciait De Gaulle, qui avait saisi l'intérêt de l'arme blindée, on peut dire que Charles de Gaulle a prêché un peu dans le désert, mais par contre, les ennemis de la France en ont profité, effectivement. Oui. Il y a le colonel Meyer qui l'avait suivi, et puis Paul Reynaud. Paul Reynaud, voilà, c'est les seuls. D'ailleurs, c'est Paul Reynaud qui a fait venir Charles de Gaulle au gouvernement. Sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. C'est ça. Merci beaucoup, Julien, pour cette heure passionnante. Vraiment. Merci. Comme on dit maintenant, j'ai kiffé. Merci d'Anvers. Tu as été excellent. On te retrouve le 2 juillet, alors pour un nouveau thème qui s'est déroulé au mois de juillet. Nous allons parler du 14 juillet. Et que célèbre-t-on le 14 juillet ? Parce qu'on entend ici ou là la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, mais je ne crois pas que ce soit spécialement ça. Voilà, c'est pas que ça. Alors c'est sûr que si nous faisons un sondage, et c'est ce que nous apprenons bien sûr à l'école, le 14 juillet, fête nationale, c'est la prise de la Bastille, 14 juillet 1789, mais c'est aussi, je vais un peu teaser 1790. 1790, c'est aussi la fête de la Fédération où le peuple s'est réuni autour du roi
Et c'est également cela que l'on commémore le 14 juillet, mais ça, nous en parlerons le 2 juillet. C'est une autre histoire. Tout à fait. Julien, merci beaucoup. On se retrouve le 2 juillet, le vendredi 2 juillet de 12h30 à 13h30. Restez bien à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. Vous aurez ce soir de 19h à 20h30 de Laurent Husson pour son célèbre Music by Lolo. 1h30 de musique passionnée et passionnante présentée par Lolo, un petit apéritif en musique. Demain, samedi, n'oubliez pas de 19h à 20h, l'heure du kiff avec Hugo Magnien et ses chroniqueurs. Ils ont eu la semaine dernière Isabelle Morini-Bosque. Ils nous prévoient encore de grosses surprises, de grosses heures de radio. Puis nous aurons ensuite de 21h30 à 23h30 Corentin et son équipe pour 120 minutes actu. Vous voyez que le samedi soir est très pris à Radio Grand Lac. Dimanche, vous aurez de 10h à 11h l'accordéon, c'est ma passion. Je vous retrouverai en direct ici même pour 1 heure d'accordéon de 10h à 11h dimanche matin. Et puis de 17h à 18h, Azer Team avec Valentin, à qui on souhaite un très bon anniversaire aujourd'hui. Valentin et son équipe, vous voyez, c'est ça Radio Grand Lac, des programmes pluriels, des programmes variés. Il y en a pour toutes les générations, il y en a pour tous. On veut vous faire aimer notre territoire, on veut vous faire aimer notre radio. Et d'ici là, c'est la programmation musicale que vous aimez. Bon après-midi à toutes et à tous, radiograndlac.com, très vite 92 points. Et n'oubliez pas le 2 juillet de 12h30 à 13h30, c'est une autre histoire avec Julien. Bon après-midi, à très bientôt les amis. Merci. Écoutez, c'est les années 80 sur Radio Grand Lac.